Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Paris. Belleville. Paris-Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bonjour, on va pouvoir commencer cette troisième table ronde du cycle Réparer le monde bâti. Donc ce cycle s'inscrit dans le cadre d'un projet européen, PENS, qui nous soutient donc pour l'organisation de ces journées. Donc PENS, c'est Power Europe Narrative for Civic Ecology. Et nous avons voulu, donc, avec ce cycle, d'interroger à travers ces 4 tables rondes les conditions d'une approche écologique, sociale et sensible de l'architecture et de la construction, en invitant les architectes et puis d'autres personnes, pas seulement des architectes, à partager avec nous leur culture et pratique de terrain. Alors avant de passer la parole à Philippe Simet, qui va introduire cette table ronde et présenter nos 3 invités, j'ai juste une petite précision pratique très importante. C'est que ce programme PENS n'est possible que si on justifie de la présence évidemment des participants, et donc on vous demandera de bien signer les papiers qui vont circuler entre les rangs, qui sont strictement confidentiels. Ne vous inquiétez pas, les données que vous allez faire figurer dessus ne sortiront pas de nos pochettes. Et pour les étudiants qui sont en mobilité, on vous demande également de décrire votre pays de résidence d'origine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous voir à nouveau si nombreuses et nombreux pour ce cycle de rencontres et voilà, de table ronde. Alors la table ronde de ce soir, elle s'inscrit dans un contexte où il y a un regain d'intérêt pour la construction en terre, qui est valorisé pour ses qualités écologiques. Mais au-delà de ces performances, on voudrait ce soir questionner la terre comme un matériau d'intensité humaine, d'intensité sociale, voilà, relationnelle, et puis se demander finalement de quel imaginaire la terre est porteuse, de quelle façon elle nous habilite, elle nous grandit, elle nous permet de travailler ensemble de façon différente. Donc on va parler de construction, mais aussi de formation, de transmission. On va interroger voilà, les modalités de travail sur les chantiers, et puis voilà, se demander voilà, de quoi ce matériau finalement nous rend capable à la fois individuellement et collectivement. Donc c'est une autre façon d'interroger la terre. Et pour cela, on a 3 intervenantes. Je vais commencer par Frédérique Jonard, qui est toute à ma gauche. Frédérique est architecte de formation, mais aujourd'hui elle est maçonne et formatrice. C'est la gérante de Terramano, une entreprise de construction écologique qui est spécialisée dans la maçonnerie en terre crue et les enduits à l'argile. Laetitia Fontaine, qui est ingénieure matériaux et chercheuse au sein de l'équipe Cratère et directrice de l'atelier matière à construction, que vous connaissez sous le nom de Amaco. Elle est co-autrice, entre autres, de l'ouvrage Bâtir en terre, du grain de sable à l'architecture, qui est paru aux éditions Belin, et d'un très beau long métrage documentaire que je viens juste de voir, mais que je vous recommande, qui s'appelle Toucher terre. Et puis Salima Nadji, architecte et anthropologue, qui a réalisé de nombreux projets de protection et de réparation du patrimoine bâti dans le sud du Maroc,
en combinant éco-construction et processus participatif. Et Salima est autrice de nombreux livres, alors je vais en citer un seul, Architecture du bien commun pour une éthique de la préservation, et c'est paru chez Métis Press. Voilà, alors on va commencer tout de suite, et je vais donner la parole à Frédéric. Je vais te passer ce micro-là. Ah, il y a des micros, c'est très bien. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Et merci de nous réunir autour de cette thématique. Comment centrer un peu le propos, par exemple, par rapport à cette question d'habiter la terre et ce que ça procure de travailler avec au quotidien. Je dirais que la première chose qui m'interpelle et me touche, c'est que sur ce croisement entre cultures qu'est le chantier et cette espèce d'endroit où toutes les énergies se convergent pour modifier quelque chose, faire émerger quelque chose. À cet endroit-là, aujourd'hui, le chantier, c'est un espace polyculturel. C'est un endroit où on retrouve plein de croisements de peuples, de savoir-faire. Et la terre crue, elle parle à toutes ces cultures, puisqu'elle est présente tout autour du globe, elle est présente partout. Ces savoir-faire-là, ils sont dans toutes les cultures. Donc il y a ce versant un peu universel de se saisir de ce matériau pour ériger nos habitats ou nos équipements. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vis sur le chantier, c'est que quand on retourne travailler sur un équipement, même s'il a une construction maintenant plus conventionnelle, mais qu'on introduit quand même un ouvrage en terre crue à l'intérieur, on va être abordé par toutes les personnes qui travaillent sur le chantier, une par une, qui ont un souvenir, une accroche par rapport à cette matière, ou simplement une émotion parce que une sensation, parce que l'odeur, parce que la couleur, parce que la texture. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose qui, moi, me frappe et me relie aussi, puisque se relier dans des espaces où il faut aller vite, où on doit accélérer, où il y a des enjeux économico, technico, on est toujours renvoyé à ça, au moins au moment où on travaille. On est relié par des tout petits gestes et des tout petits regards qui pour moi, ce matériau permet ça. En tout cas, réintroduit ça dans les chantiers. Et aussi propose une temporalité qui est bien la sienne. Enfin, physiquement, la terre, voilà, il y a des temps de l'humidifier, des temps de séchage, des temps pour chaque geste, chaque étape doit pas être brusquée. Et donc ça aussi, ça vient en contrepoint de l'accélération. Et puis l'autre aspect peut-être, c'est dans cet aspect sensoriel, c'est rassurant de sentir cette capacité à ériger à partir d'un matériau qui est disponible un peu partout. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui vient aussi tranquilliser, apaiser. Donc, et c'est aussi des chantiers qu'on arrive à ouvrir au public facilement. Donc à partager avec les enfants quand il s'agit d'une école, les enseignants. D'un coup, toute personne qui fait partie de ce lieu est conviée à prendre part à cet élan que je disais tout à l'heure, cette grosse convergence d'énergie qu'est la transformation d'un lieu pour le commun, hein, je pense surtout aux équipements. Mais dans l'intimité de l'habitat, c'est la même chose.
dans l'intimité de l'habitat. Il se passe les mêmes processus. C'est plus un face-à-face en général entre l'artisan et son client qui a un souhait de modifier ou souvent de réassainir ou de nettoyer un espace. Voilà. Donc avec la terre, on peut faire un peu tout ça. Donc dans les modalités de travail, après je mentionnerai une dernière chose, c'est que la terre, elle est un peu anticapitaliste par essence, parce que on dit toujours, pour qu'une entreprise de construction fonctionne, il faut vendre des matériaux. La marge, elle se fait sur les matériaux. Donc on fait tourner une économie en achetant des matériaux, en margeant dessus et en les posant. Voilà. Plus on en pose, plus ça roule. Ça, c'est voilà. Et la terre, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la terre, vous allez essayer de la trouver là où vous allez construire. Elle est souvent excédentaire puisqu'on a creusé des fondations, puisqu'il y a de toute façon tout un... En tout cas ici en Ile-de-France, c'est flagrant. Et donc c'est s'en saisir pour construire. Et la seule chose qui a une valeur là, c'est ce savoir-faire. C'est cette main-d'œuvre, mais c'est plus que de la main-d'œuvre, c'est vraiment le projet avec ce matériau. Et donc l'entreprise ne peut pas fonctionner sur ce modèle. Au contraire, on va utiliser le moins d'éléments possibles pour faire le plus possible. Et la terre, elle est structure, elle est finition, elle est modelable, elle est à la fois la structure et la peau. Enfin, donc toutes ces dimensions peuvent être abordées avec, et évidemment en complémentarité avec tous les autres matériaux biosourcés. Donc ça vient rompre aussi ces schémas économiques, ça oblige à penser autrement l'économie de projet. C'est pas facile, voilà. Il n'y a pas de solution miracle, mais ça invite en tout cas à le faire. Merci beaucoup. J'ai peut-être une question. Tu as dit que finalement la terre, c'était un matériau fédérateur qui nous permettait de se relier. Tu as dit aussi que voilà, il avait une dimension anticapitaliste, ce que je trouve assez intéressant dans cette idée que finalement le matériau en lui-même, ou plutôt le matériau lié à la façon de le travailler, il va impliquer, voilà, il implique des modèles économiques, voilà, auxquels il faut aussi penser. Est-ce qu'on peut dire que la terre est un matériau plus inclusif qu'un autre? Voilà, je parlais tout à l'heure, là, Ivan Illich, il parle des outils conviviaux. On pourrait dire, est-ce que la terre, c'est un matériau convivial, au sens où elle nous conduit à travailler ensemble de façon différente, peut-être de façon plus égalitaire, ou qu'elle inclut davantage de personnes? Oui, moi je pense que comme tous les matériaux naturels, comme ils sont dans nos environnements, ils sont accessibles, ils ont été ils sont dans la mémoire vernaculaire de tous et toutes. Donc dans ce sens-là, ils sont plus proches et plus inclusifs, oui. Après, j'idéalise pas du tout le travail que ça représente de mobiliser toute cette masse, au sens où ça reste lourd, pesant, pénible. Voilà, dès qu'on se propose de faire des choses à une certaine échelle, là où ça invite à travailler en équipe, c'est qu'on a besoin de l'équipe pour absorber une telle charge et un tel mouvement de matière, quoi. Donc là, l'équipe, elle est nécessaire avant d'être... ce qui fait la convivialité, après, c'est l'esprit du projet, ou c'est la rencontre. Mais l'équipe, elle est indispensable pour ouais. Ouais, mais tu disais, c'est un rapport à la masse. tu disais quand même, parce que ça pourrait être vrai de toutes les mises en œuvre avec n'importe quel matériau, qu'il faut toujours les travailler en équipe. Mais tu disais tout à l'heure, oui, mais là, par exemple, il y a une diversité culturelle autour de la matière, donc là, il y a une dimension d'inclusivité, puisque finalement, ça va tout de suite parler à des gens qui viennent d'horizons différents et qui peuvent mobiliser des savoir-faire
qu'ils connaissaient peut-être déjà, ou en tout cas qui viennent référer à des choses qui leur parlent. Et puis peut-être en termes de genre aussi, quelle que soit la pénibilité du travail, toi tu travailles beaucoup avec des femmes, donc ça a aussi cette dimension d'inclusion sur ce plan-là. C'est vraiment, il y a une évocation permanente sur les chantiers. Ça crée des liens, même quand on ne parle pas la même langue, même quand peut-être qu'on se serait passé à côté s'il n'y avait pas cette sensation. Voilà, ça fait tout de suite des rapprochements, ça donne envie de se parler, même ça génère même certains remerciements. Enfin, c'est agréable, et puis on vient prendre le café ici. Voilà. Ça, c'est propre matériau. Bon, merci beaucoup. Peut-être Laetitia, on va te donner la parole. Merci. J'ai plein de choses à dire. Je vais essayer de ne pas trop dépasser le temps qu'on m'a donné. Du coup, je vais vous parler des principes pédagogiques qui nous guident au sein d'Amaco, puisqu'à Amaco, on fait beaucoup de formations, à la fois dans la formation initiale pour les étudiants architectes, ingénieurs, etc., aussi en lycée pro pour les futurs artisans, et aussi en formation en continu pour les professionnels en activité. Et donc, à travers ces principes pédagogiques, ce que je vais essayer de vous raconter aussi, c'est pourquoi la Terre m'a attirée, et donc pourquoi je suis allée vers elle, et en retour ce qu'elle m'a apporté, et un peu ces allers-retours entre la matière et moi, quoi. Et ouvrir aussi plus largement derrière. Alors il y a quelques points comme ça que je vais essayer d'aborder rapidement. Le premier, c'est que dans nos formations, on essaye toujours d'aller au-delà du cognitif et d'être dans le rapport au corps. Donc d'associer la tête et la main, le cerveau et le corps. Et pourquoi est-ce qu'on essaye de faire ça? Parce qu'une approche cognitive seule, elle ne mobilise pas toutes les intelligences, et qu'une approche corporelle, elle permet de mobiliser une diversité d'intelligences et de s'adapter à des publics plus larges. Et ça permet aussi de faire le lien entre la conception et la construction, et de sortir de la conception qui serait purement cognitive et de la construction qui serait purement corporelle. Et ça permet vraiment de donner de la matérialité au principe de conception, et d'approcher ce qu'on appelle les cultures constructives. Et ça permet aussi de changer le rapport qu'on a en tant que concepteur à la matière, et de se projeter dans la réalité de ce qu'est un chantier. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le faire ensemble. Alors nous, au sein d'Amaco, on a une approche multidisciplinaire, parce qu'on va avoir une multiplicité de regards sur la matière. La matière, c'est le dénominateur commun. On va avoir une approche architecturale, une approche scientifique, une approche technique et une approche artistique. Et cette multiplicité de regards, elle se matérialise aussi dans les situations d'apprentissage, où on va essayer de mobiliser toutes les compétences et regards et approches et appréhensions des apprenants. Et donc, c'est ce qu'on appelle le travail collaboratif. Et ça permet vraiment de prendre conscience du pouvoir du collectif, et d'aller, si possible, jusqu'aux situations de design build, de chantier participatif, etc. Le troisième point que je voulais aborder, c'est la thématique de la magie et de l'émerveillement. Face à la matière et à sa simplicité et sa sobriété de la terre. Et ça, on le transmet notamment à travers des expériences scientifiques et esthétiques qu'on appelle des manips de coin de table, et dont l'objectif est vraiment de focaliser l'attention sur la matière et sur son comportement intrinsèque. Donc là, on sort des équations théoriques de résistance, de lambda, etc. Mais on va vraiment essayer de comprendre comment la matière fonctionne de l'intérieur, et de se projeter dans la matière, dans son comportement intrinsèque. Et ces expériences, elles sont aussi, on attache de l'importance à ce qu'elles soient esthétiques, et qu'elles nous montrent vraiment la beauté de la matière brute en elle-même, sans artifice. Et puis ces expériences aussi, elles sont souvent, on essaye qu'elles soient contre-intuitives.
Contre-intuitive, ça veut dire qu'elle va à l'encontre de ce qu'on attend comme résultat en faisant l'expérience. Et ça permet de perturber les conceptions et de susciter du coup la curiosité de l'apprenant pour essayer de comprendre mais pourquoi ça ne se passe pas comme j'avais prévu, comme je l'avais imaginé. Et puis enfin, ces expériences, elles permettent aussi de changer d'échelle, à la fois d'aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de regarder le grain de sable avec un microscope jusqu'au paysage géologique et de changer l'échelle aussi d'échelle dans le temps. Passer de l'échelle aussi des évolutions des territoires, des grandes masses minérales à l'échelle du temps humain et comment le temps humain il se remet en cycle dans des cycles plus longs. Un autre point, c'est qu'on essaye de favoriser la créativité par l'expérimentation. Ça se fait en faisant des exercices qui sont libres et qui permettent vraiment d'explorer la matière. Et ce qu'on essaye de valoriser à travers ces exercices de créativité, c'est le droit à l'erreur. C'est de développer un esprit de recherche, de tester quelque chose, ça marche pas, on essaye autre chose, etc. Et c'est pas grave si on se trompe, c'est pas grave si on fait une formulation qui fonctionne pas, etc. Et ça permet de se connecter à une sorte d'intuition créative qui est celle de la matière en fait, mais qu'on transmet nous en expérimentant. Et ça nous permet de nous rendre compte que la Terre c'est une source d'inspiration infinie parce qu'elle est extrêmement diverse dans sa composition, dans ses textures, dans ses couleurs, etc. C'est infini en fait. Et donc cette infinité, cette diversité de la matière, elle encourage la créativité. Un autre point, c'est d'apprendre à construire avec ce qu'on a sous les pieds ou à portée de main. Donc c'est utiliser des matériaux qui sont bruts, non transformés, non standardisés. Donc c'est à l'opposé d'un catalogue de matériaux prêts à l'emploi. En fait, c'est mobiliser l'intelligence constructive et du coup des savoir-faire qui sont ancrés sur un territoire, donc qui sont vraiment liés avec notamment des architectures vernaculaires. Les architectures vernaculaires en terre, on voit qu'elles font vraiment corps avec le sol dont elles sont issues. Et ces savoir-faire, ils permettent de développer du coup des approches territoriales, les circuits courts, les emplois locaux, l'intensité sociale, etc. Et elles permettent d'encourager aussi l'architecture frugale, donc frugale en matériaux et en matière, mais aussi frugale en technicité, en énergie, etc. Un autre point, c'est que la Terre, elle favorise une architecture du care, et donc du soin envers l'humain et du soin envers la matière. Du soin envers l'humain parce que voilà, l'utilisation, on peut utiliser la terre. Alors, j'ai bien entendu la lourdeur de la terre qui peut parfois être difficile, mais on peut l'utiliser sans outils complexes. C'est un matériau sain qui n'abîme pas le corps, qui n'abîme pas l'humain quand on l'utilise, contrairement à d'autres matériaux. Et puis, elle permet de favoriser le mélange entre les sachants et les non-sachants sur un chantier et de partager des expériences qui sont, encore une fois, pas seulement des savoirs cognitifs, mais aussi des expériences de mise en œuvre, etc. Et du coup, elle favorise l'inclusion de tous et de toutes. Et elle encourage, du coup, l'autonomie et elle redonne une capacité d'agir à chacun, en fait, peu importe ses origines, peu importe ses compétences initiales, etc. Et puis un soin envers la matière parce que la terre, elle est facile à entretenir et à maintenir. On peut réparer facilement de la terre quand un enduit est abîmé, etc. Et ça va à l'encontre du tout jetable. En fait, c'est une architecture du ménagement et qui redonne aussi du sens au temps long. Comme disait Bachelard, ce qui dure le plus, c'est ce qui recommence le mieux. Donc tout ça, tout ce que je vous ai cité là, ça apporte du sens et de la valeur à des métiers qui aujourd'hui sont extrêmement déconsidérés. Les métiers du bâtiment, en fait, quand on interroge des collégiens ou des lycéens sur qu'est-ce qu'ils voudraient devenir, vous trouverez personne qui vous dira « je veux travailler dans le bâtiment ». Voilà. Et donc, redonner de la valeur à ces métiers-là, par les savoir-faire, etc., c'est un de nos objectifs. Je suis trop longue, hein. Ça va. Un autre point, c'est la charge symbolique de la Terre.
Alors, dans l'inconscient collectif, souvent, on pense que la terre est sale, la terre est pauvre, la terre est fragile, la terre est archaïque, la terre est rurale, elle est exotique, etc. Et nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est de changer de regard sur cette matière qui est souvent déconsidérée. Et ce changement de regard, il passe par tout ce que je vous ai cité avant, ce regard architectural sur les architectures vernaculaires, sur le comportement de la matière, etc. Mais il passe aussi par l'art et par une approche artistique de montrer la beauté de la terre juste pour elle-même. Et notamment, il y a Koichi Kurita qui disait si les gens disent que la terre est sale, le pouvoir de l'art est de faire changer les gens d'avis sur la beauté de la terre. Et nous, c'est ce qu'on essaye aussi de transmettre à travers la beauté de la terre. Et finalement, ce qu'on souhaite à travers ça, c'est vraiment redonner confiance en cette matière, parce qu'on pense que les vraies barrières, elles ne sont pas tellement techniques ou réglementaires ou assurantielles. Les barrières, elles sont plus mentales que concrètes, en fait. Et enfin, je voudrais dire que dans notre approche, je vous ai parlé de l'approche cognitive et corporelle, mais il y a une troisième approche, c'est l'approche affective. Et le contact avec la terre, elle permet de faire la place à nos émotions. On a beaucoup d'exercices qui nous permettent de nous reconnecter. Donc, par exemple, on se bande les yeux, on touche la terre, on la sent, on la goûte, on l'approche à travers tous nos sens. Et en fait, la terre, elle possède une charge émotionnelle très, très puissante. Quand on appréhende la terre par tous nos sens, ça nous reconnecte à des souvenirs, à des mémoires qui sont peut-être transgénérationnelles, qui sont historiques, etc. Et en fait, ça encourage vraiment l'émerveillement dans la contemplation et la manipulation très, très simple de cette matière, dans sa forme la plus brute et la plus simple. Et du coup, le fait de conjuguer des apprentissages qui soient cognitifs, psychomoteurs et affectifs, ça c'est reconnu dans les sciences de l'éducation, que ça apporte des apprentissages beaucoup plus profonds que si on reste uniquement sur le cognitif, etc. C'est bon ? Donc du coup, tout ça, ça nous permet vraiment d'accéder à une reconnexion au monde qui nous entoure et à notre environnement, et de nous reconnecter à la sagesse du vernaculaire qui s'inscrit dans le temps long, dans l'histoire d'un territoire, avec des architectures enracinées et contextuelles. Et au-delà de la prise en compte juste de l'humain, et souvent on dit, bon voilà, il n'y a pas que l'humain, il y a les autres qu'humains. On pense souvent aux vivants, aux autres vivants, donc aux animaux, aux végétaux. Mais nous, ce qu'on aimerait aussi défendre, c'est qu'il y a aussi le non-vivant, notamment le minéral, la matière terre. Et elle a aussi, ce non-vivant a aussi une histoire à nous raconter. Elle est aussi porteuse de sens et de mémoire que la matière vivante et humaine. Et finalement, comme disait William Blake, l'idée c'est vraiment de voir un monde dans un grain de sable, et qui nous permet d'ancrer notre appartenance terrestre en fait. Et donc pour terminer, je voudrais dire que la Terre, elle défend une architecture enracinée dans la matière et contextualisée, car la Terre, c'est notre matière originelle. Alors vous connaissez tous les mythes de la création, de plein de peuples, hein. Il n'y a pas que la chrétienté. Et du coup, voilà, les mythes de la création, en fait, l'humain est toujours issu de la Terre. Et pour nous, donc, tout ça, ça nous apporte à penser que la formation devient un lieu et un moment de découverte à travers cette matière. Donc on découvre la matière, mais à travers elle, on se découvre soi, et on découvre aussi le monde qui nous entoure. Et je voudrais terminer avec une citation de Koichi Kurita, encore, qui disait « Chaque poignée de terre sait tenir dans sa main le cosmos. Dans une seule poignée, l'histoire de la planète et de la relation aux hommes. Si le sol est sale, c'est que la vie va de travers. Est-ce que nous-mêmes, nous ne retournerons pas au sol ?» Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous avez à un moment donné, je pourrais presque dire à travers tout l'exposé sans le nommer au début, puis en le nommant, nommer la notion de care et la manière dont finalement ça traverse votre travail. J'aimerais revenir sur cette notion qui a quand même émergé déjà il y a 70 ans, plus de 70 ans, dans les années 50, et qui, dans les années 80, a eu cette coloration
genrée, on peut dire, avec cette hypothèse que les femmes auraient une manière plus altruiste d'être au monde. Puis ensuite, cette notion s'est évidemment élargie pour nommer un peu de manière plus générale tout ce qui consiste à maintenir et réparer le monde, y compris dans les actualisations, on peut dire, d'aujourd'hui, telles qu'elles sont faites par Cynthia Fleury, où elle va plus aborder cette notion à travers la question de la vulnérabilité et de notre interdépendance à tous, au fait, de tous un chacun. Et d'ailleurs, évidemment, c'était déjà très présent dans votre premier exposé. Et je voulais quand même vous interroger sur cette dimension encore parfois perçue comme genrée du travail de la terre et comment finalement sortir de ça, comment faire à ce que, même si aujourd'hui vous êtes 3 femmes présentes à la table ronde, on n'ait pas ce collage au fait, qui fait du fait de travailler la terre, cette prédominance des femmes dans cette pratique. Ce qu'on constate vraiment très, très, très clairement, c'est que quand il s'agit de terre, il y a beaucoup plus de femmes. C'est évident, quoi. Parce que c'est plus accessible, parce que c'est plus... Alors, est-ce qu'elles sont mieux acceptées? Ça, Frédéric nous le dira. Voilà. Mais en tout cas, on constate vraiment qu'il y a la différence est énorme entre dans les métiers du bâtiment, là où il y a de la terre, il y a des femmes. Et ça montre vraiment le fait que la terre, elle est inclusive et qu'elle permet vraiment à tout le monde, quel que soit le genre, mais il y a plein d'autres éléments à prendre en compte, pas seulement le genre. Elle permet vraiment d'inclure le plus possible de personnes. Encore, je disais tout à l'heure, sachant, non sachant, etc. Merci beaucoup. Salima, on va passer à vous. Je vais mettre en place... Alors, il y a cette petite télécommande. Si ça marche. J'ai minuté. Ah ouais. J'ai minuté parce qu'on m'avait dit pas plus de 8 minutes. On a fait peur à nos 3 intervenantes qui sont des passionnées. Et on leur a dit, bon, c'est 5-7 minutes chacune, attention. Voilà, donc maintenant elles s'auto-censurent par notre faute. Donc ça risque d'aller vite, mais c'est pas grave. Et ce que je voulais dire d'emblée, en préambule à tout ça, c'est que personnellement j'englobe terre, pierre et en fait matériaux qu'on appelle premiers, parce qu'au fond, pour moi, il n'y a pas de réelle différence quand on les utilise. Et souvent, de toute façon, la pierre va être là et elle va être vraiment ce qui va nous aider à... Je suis obligée de me lever parce que sinon je ne suivrai pas ce que je raconte. Pardon. Et donc, en fait, ça donne un sens plus large et ça me permet vraiment de me dire que c'est au-delà de la terre. Et je crois que ce matériau fédérateur, généreux, intégratif, c'est une matrice par excellence. Et c'est pour ça que j'ai voulu montrer ce film, et peut-être qu'on pourrait enlever l'éclairage du premier plan, s'il vous plaît, parce qu'on est tout de suite et en quelques minutes dans quelque chose qui est en terre, qui est en pierre, qui est en bois, qui est avec des mortiers de terre de toute façon, et qui est sur un sol qui est notre terre. Et donc je voulais commencer par dire que la matrice terre, c'est une matrice puissante, mais que finalement, on la retrouve à chaque fois. On a les mêmes émotions, pour moi, avec la pierre. Et donc ensuite, je voulais aborder une notion très intéressante qu'on dit « khiyata » en arabe, et qui est un verbe, khiyata en l'occurrence, c'est aussi l'idée du fil, ou l'idée de la ligne. Donc c'est extrêmement intéressant parce que dans l'architecture, c'est faire avec peu de moyens et c'est faire sans déranger, c'est recoller les petits morceaux, c'est avancer prudemment, c'est coudre, recoudre. Et ce qui est très intéressant, c'est que les maçons, quand ils travaillent sur des lieux comme ici ou comme d'autres qu'on verra,
ils me disent on va faire le khiyata, on va venir et avec le bois, avec la pierre, on va restaurer. Et comme j'avais très peu de moyens, quand j'ai fait un certain nombre de ces travaux, pour celui-ci c'était il y a quelques années déjà, on a été obligé de faire le khiyata, ce que vous voyez là. Mais c'est ce que j'ai fait aussi sur d'autres. Là on était sur du pisé et je ne pensais même pas qu'on allait pouvoir résorber le pisé sur l'image précédente. Et là, on est sur le grenier collectif de Atrsnarfalen, qui était complètement ruiné et qui, lui, est en blocaille, c'est-à-dire une pierre calcaire qui, au contact de l'air, va continuer à se générer. Et quand on a travaillé sur ce site, on a travaillé avec du bois, non latéralement parce que ça faisait contreventement et que ça permettait vraiment de tenir. Et puis, on a travaillé en bois pour faire le khiyata, c'est-à-dire la couture, comme vous le voyez. Et comme ça se fait toujours de toute façon dans le pisé, en tout cas au Maroc, mais aussi dans d'autres lieux. Et ici, vous le voyez bien, on a mis du bois avec des clés, on en voyait dans le premier exemple. Mais en fait, cette question de ces mots techniques, usuel utilisé au Maroc, c'est un mot vraiment commun qu'on utilise constamment. Et je voulais faire une petite parenthèse ici avec les synagogues qu'on a restaurées dans l'Anti-Atlas, parce qu'on est dans cette économie de ces techniques extrêmement, comment dire, qui vont droit au but, et où avec les artisans, on a réappris à s'en servir, puisqu'en fait, l'artisan en question m'a dit, c'est la première fois qu'un architecte discute avec moi, au lieu de me donner un ordre et réfléchit avec moi. Et en fait, à chaque fois, il était question de levier avec les bois, de les placer d'une certaine façon. Et l'observation qu'il en avait retirée, finalement, ne faisait pas comprendre complètement le processus, etc. Et donc, en fait, pour moi, cette façon de plonger dans un corps vivant avec ces techniques vernaculaires, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on voit là, qui était la fameuse modernité qui, dans le house, a montré que ça ne marchait pas. Ce n'est pas parce qu'on déclarait que c'était... mais pourquoi je montre ces photos? C'est parce qu'elles ne sont pas réparables. Elles ne sont pas réparables et que donc, avec le béton, on va être obligé d'évacuer, de jeter, et on ne pourra jamais s'en resservir. Alors qu'avec par exemple, ces synagogues, mais on peut dire la même chose pour les mosquées de l'Anti-Atlas et d'ailleurs, bien, on reprendra la terre, on refera les briques, on remontera, et finalement, on arrivera comme ça à refaire. Et donc, j'ai opposé ces deux moments parce qu'il aurait fallu, pour le house, il aurait fallu utiliser ces techniques, notamment sur les lieux qui étaient en terre, etc., pour pouvoir arriver à récupérer finalement une architecture qui était là et qui ne demandait qu'à être réparée avec du bois, avec tout ce que n'importe quel individu, et notamment les agriculteurs, savent faire, puisque l'entretien des séguias pour l'agriculture, l'entretien des fameux canaux qui alimentent n'importe quel champ, eh bien, c'est la même technique avec une houe et avec très peu de moyens. Et avec très peu d'outils, on arrive à faire quelque chose quand même qui va être un abri, mais aussi des architectures extraordinairement puissantes, extraordinairement intelligentes. Et je vous montre là donc une approche où il y a eu l'archéologie, mais où il y a eu aussi une volonté de reconstruire. Et quand on a travaillé sur Agadir, où là il y avait de la terre crue, puisque toute la forteresse est construite avec une structure de pisé à l'origine, on s'est rendu compte qu'il y avait différentes techniques qui faisaient qu'on pouvait avoir en fait un lien entre la pierre, la terre, et que finalement, pour reconstruire ce mur-là que vous voyez, il y avait besoin à redécouvrir une technique parasismique en pisé et pierre. Et ce que vous voyez là, c'était aussi recoudre, retracer, retrouver, refaire ce passé, refaire surgir une mémoire de la douleur, celle de ce tremblement de terre que vous voyez qui était imprimé dans le mur et que j'ai voulu retrouver avec le cerne de la douleur entre la partie remontée et la partie toute
tout en bas qui avait résisté au tremblement de terre de 1960. Du coup, j'ai parlé aussi de ces lignées d'engendrement que Tim Ingold, dans son dernier ouvrage, fait référence et qui, évidemment, font référence à la transmission aux générations et à cette corde tissée à partir des vies savantes de ces nombreux praticiens que nous sommes et qui nous permettent de retisser ce fil, khat en arabe, ce fil du savoir, ce fil de tout ça. Et donc, réinvestir des techniques qui ont fait leur preuve sur la durée, c'est ce que j'appelle la paléo-innovation, c'est ce que vous voyez là. C'est ce que j'ai fait du vernaculaire à quelque chose qui est peut-être plus contemporain pour réparer, recréer. Et finalement, en conclusion, puisque je crois que mon truc, il fait 8 minutes exactement, 8 minutes 50, Riata, mais aussi recoudre et plonger le corps vivant dans des techniques de construction, c'est aussi conserver toutes ces stigmates et c'est quand même revenir à la communauté, faire pour et avec. Et je pense que c'est ce qu'on fait quand on travaille comme ça sur un passé du futur. Donc c'est ce que je montre là en quelques images du dernier travail qu'on a livré il n'y a pas longtemps, où en effet, on utilise des techniques vernaculaires ancestrales dans le house post-séisme, en pierre, en terre, là c'est 1000 mètres carrés, il n'y a pas de ciment et il n'y a que des matériaux nobles que vous voyez, et on fait aussi avec les enfants des ateliers pour les sensibiliser à toutes ces techniques et dupliquer, prolonger cette fascination. Et au fond, voilà, je ne vais pas reparler tout ça, mais on peut conclure avec la nécessité de l'enracinement dont parle tant Simone Veil, qui parle de toutes nos racines multiples que nous avons et qui dit que si on n'a pas d'ancrage, eh bien, on ne fait aucune architecture, mais que si on y arrive, alors ça, j'ai mis en dernier le tracé, puisqu'il s'agit de cette revue suisse où il y a énormément de choses sur cette question de réparation. Et je ne veux pas qu'on reste sur ça, donc je vais me mettre là-dessus. Voilà. Très bien, merci beaucoup Salima. Merci. En vous écoutant parler de fil, voilà, de coudre, recoudre, restaurer, mais aussi accepter d'apprendre ou de réapprendre. Alors, bien évidemment, ça évoque cette thématique du soin, du care, dont on a parlé déjà depuis le début de cette table ronde. Mais je me disais aussi, ça parle aussi de la mesure, en fait, de la matière qui finalement nous donne la mesure de nous-mêmes, mais aussi la mesure de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire et de ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Et peut-être, voilà, quand on pense à la construction en béton, où ce matériau a vraiment été celui de la démesure, voilà, comment vous voyez ce type est-ce que pour vous, cette question de la mesure, de l'apprentissage de la mesure à travers le travail de la terre, c'est quelque chose qui est présent dans votre démarche? Complètement. Ça rejoint la question des ressources et le fait qu'à chaque fois, on se pose la question, je pense d'ailleurs que si on utilise la terre, c'est dans ce sens-là, c'est qu'on ne veut pas gâcher un matériau, on veut pas, parce que bon, maintenant c'est très à la mode, donc tout le monde construit en terre et parfois on se demande même si c'est encore de la terre, mais puisqu'elle est très stabilisée avec beaucoup trop de ciment, mais en vérité à chaque fois, et quand on est dans des régions extrêmement pauvres, cette question elle nous saute à la gorge, parce qu'il n'est pas question, en effet, chaque chose. D'ailleurs, c'est très intéressant de travailler avec très peu de moyens. Ça permet d'aboutir et de faire que chaque geste ira là où il faut qu'il aille, et non pas dans du spectacle ou en effet du gâchis, finalement. Parce que je vous ai montré, au début, je ne savais pas si j'allais montrer. Et puis quand je me suis dit, quand même, Riata, c'est cette idée de réparer avec ce qu'on a rapidement, avec très peu de moyens, mais avec beaucoup d'efficacité, alors que les autres trucs qui ont reçu la décharge du tremblement de terre, eh bien, le ferraillage, il est inutilisable.
Quand c'est pas par terre, c'est sur les gens. Donc il y a eu quand même des morts, il y a énormément de... Et du coup, on peut plus rien en faire. Mais en même temps, où est-ce qu'on jettera tout ça? On jettera ça dans les oueds, dans les rivières. On jettera. Qu'est-ce qu'on en fera? Et au fond, si on avait dès le début pris en compte, eh bien, ça ne serait pas advenu. Et peut-être que, comme nous avons eu ce choix dans le House de ne pas du tout choisir, comme on l'avait pourtant conseillé quand il y a eu les entretiens post-séisme et qu'on a écouté un certain nombre de gens, nous, on avait conseillé une approche collective en créant des coopératives avec un certain nombre de malmines localement sur chaque localité dans le monde rural. Ça n'a pas été fait. Ils ont choisi plutôt de donner des subventions, donc énormément d'argent, à des individus. Automatiquement, ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Et évidemment, on a perdu toute cette notion qu'il y a dans toute architecture dite vernaculaire, c'est-à-dire quelque chose qui, en effet, est une architecture de collecte issue du lieu et qui va être bâtie avec les éléments, au-delà de ces éléments. C'est pour ça que je parlais de matière et pas de matériaux, c'est-à-dire qu'il y a une... on n'a pas compris, l'autorité n'a pas compris qu'il était beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple, beaucoup plus finalement aussi adapté climatiquement à ces pays de neige que de choisir la simplicité et l'évidence. Mais comme on est dans un mythe de la modernité et de la distinction sociale, on a préféré choisir cette démesure dont vous parlez et toutes ces notions tout à fait caricaturales, mais qui font aussi que un matériau est sexy ou l'est pas. On choisit d'aller faire ses stages chez tel architecte plus bankable qu'un autre, et que finalement on est plus attiré par ce qui brille que par ce qui fait réfléchir, et plus par ce qui parfois gâche et dispendieux que quelque chose qui est trop sobre. La sobriété, ça ne fait pas toujours rêver, et en tout cas ça ne fait pas rêver les politiques. Donc c'est aussi tout ça qui fait que la juste mesure, cette simplicité, cette sagesse, ça a été dit, elle n'est pas toujours choisie, même quand elle est une évidence et qu'il faudrait la choisir. Merci beaucoup à toutes les trois. Et c'est vrai qu'on aimerait poursuivre, y compris avec la salle. Peut-être avant de passer la parole au public, une question commune à vous trois. Vous avez évoqué au fait, dans vos présentations plusieurs temporalités, des temporalités géologiques, archéologiques, le temps humain aussi, qui est celui de la construction, de la réparation, de la destruction aussi, la temporalité du geste, la temporalité de la transmission. D'ailleurs, cette très belle photographie que nous avons derrière nous illustre pleinement ce thème de la transmission. Mais j'aimerais peut-être vous faire réagir sur une autre temporalité qui est celle de la réception, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que les pratiques nouvelles, enfin qui sont en réalité pas du tout nouvelles, puisque évidemment le matériau éther est peut-être le plus ancien, mais qui a été tout au moins sous nos continents oublié, et le temps qu'il faut pour revenir et pour réussir à le faire prendre racine. Et on peut dire que ça fait 50 ans que cette thématique-là est re-rentrée dans le champ architectural, et il a fallu 50 ans pour qu'on puisse avoir peut-être aujourd'hui cette table ronde, même s'il y en a eu bien sûr beaucoup d'autres, et un tel auditoire pour pouvoir entendre parler de ces questions-là. Donc comment vous, chacune, à votre niveau, à votre pratique, vous avez aussi eu affaire avec cette réception-là et pu constater l'évolution sur la réception peut-être les dernières années? C'est bon. Oui, effectivement, 50 ans, c'est les années 70, la crise pétrolière et la redécouverte. Mais là, on parle plutôt, on parle du monde occidental, hein, pour le coup, et européen, voire français aussi. Et du coup, oui, une redécouverte vraiment de ces architectures qui avaient disparu après la guerre. Et donc une
tentative de la remettre au goût du jour. Il y a eu cet engouement années 70-80, et puis après c'est retombé en fait. Il y a eu un creux de la vague, et là ça revient avec tous les enjeux environnementaux, la crise climatique, etc. Donc je pense qu'on est... là on ne le voit pas nous parce qu'on est dedans et que les échelles sont grandes, mais voilà, il y a des cycles comme ça. Et là on est dans un cycle, une phase montante, quoi, mais c'est difficile de savoir si on va arriver à changer le système ou pas, quoi. Et bon, voilà, selon les jours, on est optimiste ou pessimiste. Des fois, on a l'impression d'être une goutte d'eau et qu'on a beau se débattre, on n'y arrivera pas. Et puis, des fois, on a l'impression qu'il y a de l'espoir et que tout ça va porter ses fruits, etc. Donc là, oui, le sujet de la réception, il est très subjectif pour moi et il dépend vraiment des périodes. Et il alterne des phases d'espoir et de bon, je dirais pas désespoir, mais presque. Ouais, je trouve que par rapport à cette question de la réception, en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut corréler peut-être très fortement, c'est le modèle social dans lequel on vit et ce qu'il permet, ces émanations quelque part, l'édification, la construction sont des faits culturels, voilà. Et donc, de la façon dont on fait société, on bâtit. Donc, tous ces questionnements-là qu'on a sur voilà, est-ce qu'on va utiliser un matériau qui, dans un cycle, un travail qui amène à une forme d'humilité et de réflexion sur ses limites, ou est-ce qu'on va aller vers quelque chose de plus dispendieux, de plus au-delà de nos moyens. C'est très relié à la façon dont on place nos valeurs collectivement. Donc, l'un permet l'autre. Là, c'est vrai que nous, dans nos métiers, on utilise le levier du faire pour générer l'émotion qui rappelle un autre mode d'organisation ou de dialogue collectif. Donc, on est mis en échec en permanence dans cet exercice, à chaque instant. Ça tient toujours sur un fil. Mais quelque chose de nous pousse à continuer à le faire, quelque chose de vital, d'essentiel, qu'on ne pourrait pas renier. Donc là, c'est une manière de prendre les choses. Enfin, en tout cas, parlons pour ma part, j'ai tellement besoin que ça passe par quelque chose de tangible que voilà, c'est une façon de faire. Mais on pourrait aussi avoir l'habileté de le penser depuis l'autre bout de la question, c'est-à-dire la question sociétale et les modes d'organisation et les rapports sociaux. Enfin, voilà, c'est deux pendantes de la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on met souvent à distance cette question-là. On se réfugie dans des considérations techniques. On se dit, mais quels sont les freins? Mais en fait, finalement, si c'est plein de bon sens, pourquoi ne construit-on pas comme ça? Pourquoi on ne s'y met pas tous? Et puis, c'est parti. On ne s'y met pas tous parce que c'est vrai que c'est un mode d'organisation et c'est consentir à faire ensemble. Ça a été évoqué dans toutes les présentations. Quelque chose, des liens qu'on a un peu détricoté et qu'on se trouve bien normal de refaire. Donc, voilà. Donc, nous autres, on l'aborde depuis le chantier. C'est une proposition. Et je pense que chacun, depuis son métier, peut le penser et le proposer. Mais oui, cette dimension-là, on sera je sais pas, on pourra mettre toute l'énergie qu'on veut. Si ça n'atteint pas cet endroit de la construction sociale, ça sera toujours voué à l'épuisement, quoi. Ouais. C'est ça qui est important d'avoir dans le viseur, quoi. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis demandé pourquoi
on n'était pas encore dans le collectif qu'il y avait à l'origine. Et en fait, en lisant Françoise Chouet, qui parlait de compétences d'édifier, je me suis ressouvenue de Maurice Walbach, puisqu'on est dans une université, sur la communauté mémoire. C'est-à-dire que nos grands-pères, ils n'étaient pas allés à l'école, je parle pour le Maroc, et ils avaient une transmission qui se faisait de personne à personne. Et puis ensuite, il y a l'école qui arrive et qui va y avoir un effacement. Et puis ensuite, on a des ministères, etc., qui vont venir remplacer. Et cette année au Maroc, on a une loi qui est 2025, et je pense qu'il faudra que nous tous, nous travaillions à ce qu'elle disparaisse, qui est la garantie décennale, comme on a aussi en Europe, mais qui n'existait pas encore de cette façon-là au Maroc. Et le bâtiment que vous avez vu, on a eu toutes les peines du monde à obtenir cette garantie décennale à cause de la pierre que nous avions utilisée, malgré la présence d'un bureau d'études et d'un bureau de contrôle, qui, comme moi d'ailleurs, ne sont pas rémunérés. On n'a pas reçu d'honoraires, on a fait ça gracieusement. Et en fait, toutes ces questions-là, elles sont extrêmement intéressantes. Comment on réfléchit à la question du collectif à un moment où tout est fait pour être en effet dans une visée à rendement, à haut rendement, avec des questions que les gens qui ont été finalement mal formés ne peuvent pas comprendre. Et donc, tout ce que moi j'ai eu la chance de mettre en œuvre avec les communautés dans le Haut-Atlas, et que j'ai fait spontanément parce que j'étais avec eux et que ça me paraissait évident parce que je pense que j'avais une formation d'anthropologue, etc., je pense que chacun peut le mettre en œuvre. Et que c'est une question de volonté, une question d'énergie évidemment, je crois que c'est le maître mot, mais que ça peut se faire. Et je crois que moi, ce que je vois autour de moi qui est en train de se mettre en place, je pense à Origo, une coopérative incroyable qui est basée à Genève. Et en Suisse, les coopératives ont le droit de mêler des ingénieurs, des architectes, etc. Mais en France, il y a les SCOP depuis peu. Donc il y a comme ça des réinventions du faire ensemble. Je pense que ce que je ressens moi, c'est que la jeune génération, qui sont vous, je crois, qui êtes là ce soir, il y a une volonté et une compréhension que n'avaient pas nos pères. Et moi, quand j'ai commencé la terre crue, mon père m'a dit tu sais, si tu n'étais pas ma fille, j'aurais pas compris. Et j'ai fait lire à mon père Hassan Fathi, bien sûr. Il m'a dit c'est génial, je comprends encore mieux. Et c'est mon père, de toute façon, qui ensuite m'a donné les moyens aussi d'aller partout et de faire tout ce que j'avais besoin de faire, non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il pensait que c'était important pour mes études que d'accompagner des choix. Donc aujourd'hui, on a toute une catégorie de gens qui sont, eux, extrêmement riches, qui ont vu que c'était bankable et qui viennent pour en faire du design, du machin, du chic et du re-chic. Le problème, c'est que du chic. Et le chic, ça mène nulle part. Donc je pense que dans ce nouveau souffle qui arrive, je pense que ce qui est intéressant, c'est de réinventer des liens entre les gens, d'aller voir, parce que, évidemment, moi, je vous ai montré comme ça, mais sur les 10 greniers que j'ai restaurés, j'ai essayé d'en restaurer peut-être 25, et à chaque fois, c'était dur, ou bien les gens ont décidé à la dernière minute de ne pas le faire, etc. Il y a plein d'échecs. L'échec, ça fait partie de la vie. Et ce que je voudrais dire à vous tous, c'est que je pense qu'il faut pousser les limites, travailler la ruse, certes, mais aussi convaincre. Et je pense que la chance que nous avons tous, c'est d'avoir autour de nous ces chaînes d'adhésion qui adviennent parfois parce qu'on arrive à convaincre, parce qu'on rencontre des interlocuteurs qui comprennent. Moi, je sais que, par exemple, à Tata, quand j'ai commencé à faire ce travail en terre crue, l'ingénieur de la province, il trouvait ça tellement important et il a appuyé la démarche. Évidemment, il n'était pas corrompu et évidemment, c'était un truc qui valait même pas 20 000 €. Donc, voilà. Mais ensuite, si on a créé la filière à l'échelle de quelques petites entreprises, on va dire peut-être une dizaine en forçant le trait, on n'a pas réussi à le faire à l'État, au stade de la région. C'est ce qui manque.
Mais vous tous qui venez, et j'ai vu dans cette salle que j'ai, on va dire, des compatriotes, etc., je pense que la grande chance, et peut-être qu'Amaco ou le Cratère ou d'autres institutions du même ordre, elles servent à ça, c'est-à-dire à relier les gens avec un même horizon d'envie, de changement dans ce monde qui n'est pas assez tout à fait comme on voudrait qu'il soit. Et cette garantie-là qui nous a bloqués a posteriori, c'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir de nous dire, si on n'avait pas trouvé le dernier grande société qui a accepté, je crois que c'est AXA Assurance, de nous suivre, eh bien c'était fini. On n'aurait pas pu ouvrir cette école à ses enfants après toutes ces... Donc, ce que je dirais moi, c'est trouver les moyens de se remettre ensemble. Et j'ajouterais, puisque je suis aussi française par ma mère, que mon grand-père maternel est né dans la maison de Jaurès, ils étaient leurs métayers, et dans notre famille, nous avons des textes de Jaurès sur l'agriculture, et je pense que cette question, agriculture, je le dis toujours, hein, architecture, ce sont des sœurs, mais je pense que ce n'est pas du tout innocent, parce que dans ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est beaucoup de questions à la fois de la nourriture et de l'habitat, et donc à des échelles d'un habitat intermédiaire, donc ni des super hôtels en terre crue, ni des trucs, mais peut-être que justement à l'échelle d'un écoquartier, à l'échelle d'un éco. Et je pense que c'est là où se trouve la clé, et je pense à Anatomie d'architecture ou à d'autres qui se sont battus dans ce type de sillon. Je pense bien sûr à Origo, je l'ai déjà dit. Ce sont des gens qui sont revenus d'un système et qui, le connaissant parfaitement, regardent comment alors recoudre, et c'est vraiment un terme intéressant, refaire ce lien, retrouver ce lien social et retrouver par une conviction que c'est la voie à suivre ensemble en pensant à l'essentiel par la terre, parce que la terre et ça a été dit, est tellement fondamentale. Voilà. On va vous donner le micro pour que vous puissiez intervenir. Alors, ça y est, il y a des... Elisabeth, là. Non, mais... Bonsoir. Moi, j'ai une petite question. Vous avez beaucoup convoqué des échelles de production vernaculaires, peut-être plus rurales, un petit peu plus anticapitalistes par essence, dans des formes de reprise. Mais on sait aussi que cet engouement pour la terre crue, elle implique que des acteurs inscrits dans des schémas de production peut-être plus capitalistes, extractivistes, s'y intéressent aussi. Je pense notamment à des promoteurs comme Nexity, Quartus avec le projet Cycleterre, ou même Saint-Gobain qui commence à se réorienter dans ces filières-là. Est-ce que vous pensez que la terre crue, elle parviendra à résister à ces phénomènes d'appropriation et à conserver ses caractéristiques sensibles, de proximité des savoir-faire, anticapitalistes par essence, comme vous le disiez, ou pas? Merci. Je pense que tout ça coexiste en permanence, quel que soit ce qu'on regarde. Je ne sais pas si on parle de textile ou d'habillement, on va se retrouver dans les mêmes histoires, d'alimentation, on va se retrouver dans les mêmes histoires. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter sur le fait que de toute façon ça coexiste et garder sa cohérence là où on se sent bien. Enfin, après, c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf sur le fait que ces logiques-là écrasent lourdement plein d'autres choses qui ont besoin plein d'espaces de vie qui ont besoin d'exister et d'espaces d'inclusion, évidemment. Mais on ne peut pas le penser depuis cette crainte. Il faut faire ce qu'on ressent qu'on a à faire. Voilà. Et on est... beaucoup plus, comment dire,
avec ce matériau, en tout cas, entre les mains, l'acte d'édifier, c'est quelque chose de symboliquement très puissant. Ça parle de soi-même. La dimension esthétique, l'art, quand tu en parles, Laetitia, ce qu'on convoque aussi dans ces gestes, ça parle de soi-même, c'est un vecteur de ralliement, de lien très très puissant. Donc il faut avoir confiance en ça. Et après, on ne peut pas être dans un absolu. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de dynamiques qui coexistent. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Je voudrais d'abord vous remercier à la fois pour la précision et la poésie que vous apportez à vos pratiques respectives. Ça en fait des récits d'expériences vraiment marquants et authentiques qui vont droit au cœur. Donc, je voulais préfacer par ça et puis passer à une question très factuelle. Moi, je suis architecte urbaniste et lors de ma pratique, en travaillant sur un des projets ou des études plutôt liées au Grand Paris Express, j'ai réalisé les millions de tonnes de terre qu'on allait excaver dans le cadre de ce projet, 45 millions de tonnes. Et depuis, j'ai commencé une recherche qui est maintenant une recherche doctorale sur la question, parce qu'il m'est paru évident de relier ce qu'on considère comme déchets plutôt comme une ressource, de le reconsidérer comme une ressource, et notamment une ressource pour la construction, parce que ça me semblait être le circuit le plus efficient, si je me permets ce terme. Et donc depuis, je rencontre pas mal d'architectes pour leur questionner sur leurs pratiques. Et souvent, la réponse que j'ai est que l'intention de départ était de réutiliser des terres excavées, que ce soit ces terres-ci ou de leur chantier même. Et puis très vite, on commence la conception, des tests de chantier. L'idée est abandonnée pour des raisons de caractérisation, de réglementation, certification, voire temporalité de chantier qui vont être trop retardées et donc risque trop grand, idée abandonnée. On fait venir des terres de Grenoble pour les construire avec à Paris. Et donc je me questionne dans vos pratiques et dans vos expériences respectives, comment vous réussissez à travailler avec la terre du sol sur lequel vous construisez même. Merci. Évidemment que si à la moindre difficulté on recule, c'est même pas la peine d'avoir fait 6 ans d'études minimum, je sais pas combien de charrettes, des stages, etc. Non, je pense que la conviction, elle est première, et qu'ensuite c'est une histoire d'organisation. Alors évidemment, le principe de réalité, on va vous dire... voilà, c'est de l'utopie, gna gna gna. C'est trop facile, ces réponses. C'est trop facile. Je pense que oui, certes, il faut réfléchir au calendrier dans la production, et puis on ne peut pas dire que ce sera que pour le second œuvre. Il y a une autre chose aussi qui est insupportable, je parle pour la France et au nom de d'autres confrères avec lesquels j'ai travaillé, c'est la question de l'incendie. Et le fait que même avec des terres, on oblige à une certification incendie, et bien si elle brûle, elle va brûler, donc ça sera de la terracotta, non? Donc je ne vois pas où est le problème. Pardon, je veux dire, c'est incroyable. Donc je pense que là où il faut lutter, c'est pas en écoutant les larmes de crocodile, de lâches, qui n'ont pas été capables d'aller jusqu'au bout d'une passion pour un métier qui est le nôtre tout de même, mais plutôt d'aller chercher chez ceux qui freinent pour de mauvaises raisons. Et je pense que, justement, si un certain nombre de grands, pour répondre à la question précédente, de grands groupes se sont mis à travailler la terre, et moi j'ai discuté avec une des designers qui a mis au point l'un des matériaux,
elle disait, c'est souvent les ingénieurs qui ont été associés, qui ont décidé de rajouter du béton, mais elle ne le souhaitait pas spécialement. Donc c'est toujours aussi cette question du dialogue qui n'existe pas avec des citadelles verrouillées et on ne discute pas assez. Il n'est pas question que la terre crue elle soit juste pour faire un joli mur dans un hôpital. C'est pas possible. Ou pour faire des cloisons. Il faut s'en servir au-delà. Mais pour ça, en effet, il faut des architectes qui en veulent. On peut trouver 1000 expressions pour dire ça. Donc je pense qu'en vérité, il faut arrêter de croire que ce métier, on va s'installer là dans un fauteuil et puis ça va tomber tout seul. Non, c'est pas. On va aller affronter évidemment plein de difficultés. Plein de difficultés, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, plein de gens qui vont aider aussi. C'est-à-dire qu'on va aussi susciter des chaînes d'adhésion. Et c'est ça qui compte. Et ensuite, comme on essaie de le faire, nous, je vous ai montré un travail avec la pierre, où il est prévu, maintenant que c'est livré, qu'on a passé tout le cahier des charges et que le parcours du combattant est terminé, c'est d'aller voir le ministère de l'Habitat pour leur dire, voilà un système pierre-bois qu'on a fait à 2300 mètres d'altitude. S'il vous plaît, on voudrait que cette solution, elle soit considérée, acceptée. Et ça, c'est aussi notre travail. Donc je pense que souvent, ce qu'il faut, c'est accompagner jusqu'au bout et convaincre. Mais si on arrive en disant ah non, j'y arrive pas, on va prendre le béton, c'est plus simple, à l'eau, tu peux me couler, c'est n'importe quoi. Donc les gens avec leur hypocrisie, pardon, ça suffit, ça suffit. Oui, certes, c'est vrai tout ce que vous avez dit, mais il faut un peu y mettre du sien, quand même, parce qu'une architecture en terre, et là je parle pour le Maroc, moi j'habite dans une maison en terre, qui est d'ailleurs historique en partie, mais quand on revient dans cette maison, la douceur, le silence, les qualités d'un quartier, j'habite dans une petite ville, on n'entend pas les voisins, on est dans des cours intérieures. Cette science de l'édification, ces savoir-faire, c'est pas... Alors on m'a dit, moi, beaucoup, vous êtes dans le passé. Et c'est pour ça que je parle de paléo-innovation, parce que justement, on n'est pas dans le passé, on est dans un futur à réinventer. Je pense que justement, ce sont des occasions, ce ne sont pas des freins. Ce sont des occasions pour réfléchir. Alors bien sûr, on en a besoin d'avoir une énergie folle et se battre jusqu'au bout. Et personnellement, je me bats toujours jusqu'au bout. Mais c'est pas facile. Et on se fait des ennemis, naturellement. Mais quand on y arrive, on vous dit oh, on ne pensait pas que c'était possible. Ces enfants-là que vous voyez, on n'a pas fait ça, c'est pas un hôtel, comme m'a dit un type il n'y a pas longtemps. Oh là là, ça aurait été tellement mieux pour un hôtel 5 étoiles. Les parents qui ont travaillé là, les parents, ils ont travaillé pour leurs enfants. Ce sont les pères de ces enfants qui ont travaillé là. Donc évidemment, ils se sont surpassés, ils ont fait des choses magnifiques. Mais ce travail, on ne peut pas nous dire après « il n'y a plus de malmines, c'est horrible, oh là là, on est obligé de tout bétonner parce qu'on n'a pas trouvé des malmines pour nous aider, c'est affreux. » Ça va, quoi. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi prendre les choses et dire « moi, je ne veux pas de cette société-là. Je ne veux pas de ce monde. Je ne veux pas habiter un cube. Je ne veux pas une maison 60 mètres carrés pour le house. Où est-ce qu'il va mettre sa vache, le gars? Il ne peut pas. Donc voilà, il faut aussi savoir résister. Et ce n'est pas une histoire d'appartenir à tel ou tel camp. C'est résister pour sauver notre terre, pour avoir une meilleure vie, pour manger mieux. Voilà, c'est des choses, mais d'une évidence. Donc il faut aussi leur dire ouais, ça suffit maintenant. Arrêtez de dire n'importe quoi. Bonsoir, merci beaucoup pour vos différentes interventions. Je reviens rapidement sur ce que vous venez de dire, Madame Salima Nagy. Je suis moi-même d'origine marocaine, je suis aussi de la diaspora, et vos dernières paroles, elles font un peu écho aux mouvements sociaux qui ont eu lieu récemment au Maroc. Tout est un peu relié, le séisme, les récentes révoltes, et je me pose la question en tant que jeune architecte, issu de la diaspora, du coup, comment est-ce que je peux agir, ou comment est-ce qu'on peut agir en sachant que
on est toujours un peu renvoyé à notre condition déjà d'architecte et notre condition d'immigré. Et comment est-ce qu'on pourrait aider sans avoir une position, on va dire, de sauveur blanc ou de colon, notre pays d'origine. Voilà. Alors déjà, je pense que quand on est ici d'une diaspora, c'est qu'on appartient à plusieurs territoires. Donc ça, c'est très important, de ne pas être renvoyé qu'à ses origines. Donc ça, je crois que la France, souvent, enfin, avec les gens, on va dire, instruits, il n'y a pas ce souci-là. Donc c'est très important, quand on agit, de garder ces deux appartenances, je pense, ou ces trois appartenances, ou c'est vaste, les appartenances. Et on peut toujours agir de n'importe quelle façon. Vous pouvez aller agir en sauvant la maison familiale. Vous pouvez agir en venant avec une équipe d'amis refaire une maison dans le house ou ailleurs. Il y a 1000 façons d'agir. Les jeunes qui se sont soulevés, à juste titre, ils se sont soulevés contre la corruption. Donc agir contre la corruption, ça passe par les urnes et ça passe aussi par une éducation plus grande. Je pense que agir, c'est aussi parfois, vous avez vu ce qu'on a fait, nous, comme travail avec les enfants, avec des choses toutes simples, passer du temps avec des enfants qui n'avaient jamais eu des moments comme ça de création. Ils nous ont attendus la deuxième fois, ils attendaient, c'était tellement émouvant. Donc je pense qu'on peut agir à tous les niveaux, et aussi la meilleure façon d'agir, c'est de bien terminer ses études, de vous former très très bien, d'apprendre ici et là, et quand vous vous sentirez en mesure, pourquoi pas être sur 2 territoires ou 3, ne pas aller trop vite, parce que c'est un pays très dur, mais apprendre et aussi voilà, inventer votre propre parcours en étant très solide. C'est ce que je dirais, moi. Et alors, le débat postcolonial, je pense qu'il faut faire attention. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'excès. D'ailleurs, à Harvard, vous avez vu ce qui se passe finalement. Il y a eu beaucoup d'excès parce que ce n'est jamais noir et blanc, c'est toujours gris. Donc, je pense qu'il faut toujours analyser et éviter les raccourcis trop, comment dire, sans nuance. Et je préfère, moi, toujours lire beaucoup et écouter beaucoup de gens et réfléchir avec une forme de sagesse qu'emprunter des terrains où on vient revendiquer des choses, mais sans toujours en avoir conscience. Et je dis souvent, et là encore c'est Simone Veil, il y a le devoir, il y a l'obligation, il y a les droits, mais les droits, c'est des obligations. Donc il faut aussi bien réfléchir et ne pas rentrer dans ça. Je pense qu'il y a eu tout un travail maintenant qui a été fait, c'est en train d'être fait. Pour les femmes, c'est en train d'être fait, c'est le même souci, c'est-à-dire d'un certain nombre. Et pour le Maroc, c'est aussi arrêter avec une certaine catégorie sociale qui a tout dans ses mains. Donc c'était aussi ça, qui est une forme de colonialisme finalement, mais qui est invisible. Alors moi, je voudrais revenir sur les 2 premières questions qui ont été posées. Donc je vais essayer de faire un peu le lien. Parce qu'en fait, il me semble... bravo pour ce que vous faites au Maroc, c'est super. Mais je pense quand même que dans les 2 premières questions, il y avait quelque chose d'intéressant par rapport à l'application qu'on pourrait faire en France. Vous avez parlé de gâchis. Elle a parlé des terres d'excavation de Paris. Donc il y avait une thèse de Gogasnier, je pense que tu l'as lue. Voilà, c'était au cas où. Et c'était juste par rapport à toutes ces terres excavées, tout ce gâchis, et par rapport aux contraintes réglementaires, assurantielles qu'on a en France dans la pratique du métier, par rapport à tous ces architectes qui arrivent quand même à utiliser la terre, certes en la stabilisant, mais qui en mettent, qui l'utilisent plutôt que de la gâcher, plutôt que de construire des murs entiers tout béton
qui vont construire des murs en terre, certes stabilisés avec 2-3% de ciment. Vous pensez que c'est perdre le lien du Caire, perdre tous les liens que vous disiez, qui ont été abordés tout au long de cette table ronde à travers les 3 présentations? Est-ce que vous pensez que... Enfin voilà, je ne sais pas si votre question était très claire. Pardon, je suis un peu... Non, je pense que... Je vais vous demander désolé, hein, des réponses courtes. S'il y a une autre question, une question courte et des réponses courtes. Non, c'est juste que je pense que c'est peut-être pas exactement relié. C'est-à-dire que tu mentionnes le fait de pouvoir utiliser les terres d'excavation à un endroit donné. Et par ailleurs, le Caire, enfin, la façon dont ça va se faire, comment dire, on peut avoir un chantier qui a une forte vocation de transmission, une forte vocation sociale, mais un impact environnemental où il peut y avoir quelques petites choses comme ça qui n'atteignent pas encore parfaitement leur but. Et c'est OK, enfin, je veux dire, ça arrive tout le temps, c'est en permanence des compromis. Mais par contre, c'est 2 choses différentes en fait. Une chose, c'est l'impact environnemental, donc stabiliser une terre, c'est dénaturer un sol et compromettre la possibilité qu'on le réemploie. Pardon ? Ah oui, si tu le vois comme ça, oui. Mais en fait, oui. Voilà, je veux juste replacer le fait que, alors, oui, si on part du principe qu'il partait en déchetterie, voilà. Ça perd son sens. Si, je pense qu'il faut voir projet par... Voilà, ça perd sa capacité à être réemployé, donc voilà. Mais bien sûr, après, projet par projet, regarder cas par cas, chaque projet fait l'objet de plein de réflexions et de compromis, et sur l'impact environnemental et sur l'impact social ou l'organisation du travail. C'est très spécifique, ouais. Non, c'est la question de la marginalité et de la radicalité, quoi. C'est toujours le même débat. Est-ce que la voie du milieu, la voie de la tempérance, elle va permettre de changer le monde, ou est-ce qu'il faut rester à la marge et radical et pas se compromettre? Chacun fait ses choix et avance comme il peut. C'est toujours la même chose, quoi. On n'a pas de réponse à vous donner. En fait, c'est à vous de sentir là où vous voulez aller. En fait, il n'y a pas de vérité dans tout ça. Merci. Je voulais également vous remercier sincèrement pour la richesse de ces échanges qui sont, à mon sens, pleins d'espoir pour notre planète, tout simplement. Je m'appelle Ludovic et je suis non sachant, mais complètement convaincu de la terre crue, entre autres par ses valeurs thermiques et écologiques. Je vais tenter de faire, je pense, des questions très courtes. J'en ai 3 qui s'adressent à Madame Nagy sur ce merveilleux pays qu'est le Maroc. Madame Nagy, vous parliez tout à l'heure, je vous rejoins, de construction à la mode, souvent trop stabilisée avec trop de ciment. Je crois observer, en tant que nos sachants, un début d'industrialisation. Je l'ai observé au Maroc sur la BTC, en rapport aux techniques ancestrales qui sont plus sur le pisé et l'adobe. Donc ça, je souhaitais avoir votre réflexion là-dessus. On a parlé également, on l'a revu avec vous, de ce qui est arrivé avec ce tremblement de terre. Où on en était aujourd'hui, sauf mauvaise information de ma part, mais de la validation parasismique du royaume, en fait, sur la terre crue également. Voilà, c'était 2 questions essentielles. Et puis une dernière, sûrement une mauvaise information, mais
récemment me disait, mais oui, mais en fait, ton projet au royaume, vaut mieux le faire au sud qu'au nord parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes qualités de terre. Et voilà, si par exemple la terre est trop argileuse, ça va être assez compliqué. Voilà, j'espère avoir fait court. C'était entre les deux, c'était court long. Voilà. Donc on a prévu une autre conférence avec eux pour répondre à l'ensemble de ces questions. C'est des questions extrêmement complexes, toutes les trois. Je les ai notées, et franchement, je ne peux pas y répondre comme ça. J'y ai répondu en partie par moment. Et vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, sincèrement. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'être venus nous éclairer sur votre expérience et sur ces questions essentielles. Merci à vous toutes et tous, ça fait super plaisir de vous voir toujours nombreuses et nombreux. Voilà, c'est un soutien pour nous, mais en même temps on se dit que voilà, c'est des moments de partage importants pour l'école et puis pour toutes celles et ceux qui ne sont pas à l'école. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour notre dernière séance sur la question de la vulnérabilité. Voilà, ça va être très bien. Venez.